Ok, super. Eh ben, merci Dominique pour cette introduction et puis pour la proposition de faire cette petite intervention. Donc, j'ai appelé l'océan austral si loin, si près. Donc, je me présente. Dominique l'a fait un petit peu, mais donc moi, je suis Jean-Baptiste Salé. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille dans un laboratoire qui est sur le campus de Jussieu à Paris, Sorbonne Université. Le laboratoire s'appelle l'Océan. C'est un laboratoire d'océanographie d'un institut d'études du climat. Donc, moi, je suis océanographe et climatologue. Et mon expertise principale, c'est l'étude de l'océan austral et de son rôle sur le climat. J'ai aussi contribué à l'écriture du dernier rapport du GIEC, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Et donc j'ai choisi pour cette intervention de commencer par vraiment un éclairage sur le changement climatique avec les résultats du GIEC. Donc beaucoup des sources de ce que je vais dire sont les résultats du GIEC. J'ai introduit aussi d'autres sources. Et puis après, donc ça va être à peu près la moitié de ma présentation qui va être en fait pas vraiment sur le central, mais qu'est-ce que c'est que le changement climatique, qu'est-ce que c'est que les conclusions du GIEC. Puis l'autre moitié, je prendrai un pas de recul sur en quoi cet océan austral, qui est mon objet d'étude principal, façonne en fait la réponse du système climatique aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien du tout. Donc, donc je commence avec le changement climatique, avec certains faits. Vous êtes très certainement tous au courant que la Terre se réchauffe. Ici, on a une représentation graphique de l'élévation de la température moyenne sur la surface de la planète. Depuis un peu plus d'un siècle, où les couleurs froides, enfin bleues, représentent des températures moins élevées, et les couleurs rouges représentent des températures plus élevées. Et une des conclusions importantes de ce dernier rapport du GIEC, qui a été fini en 2023, donc assez récemment, c'est que le réchauffement de la Terre est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Et donc ça, donc là je vous représente un zoom sur les 150 dernières années, mais on peut prendre un peu de recul et regarder en fait cette évolution de la température de la planète sur ces 2000 ans dont je parlais juste avant, où on voit une température assez stable sur 1000 ans, 1500 ans, et puis une température qui va augmenter, qui a augmenté énormément au cours des derniers 100 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Ou alors je les prendrai à la fin, mais en tout cas, si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas à m'interrompre. Ce réchauffement aujourd'hui, enfin en tout cas quand on a publié le rapport du GIEC, c'était 1,1 degré. La dernière mise à jour, l'année dernière, il me semble, c'était presque 1,2 degré. Donc tous les chiffres que je vous donne en fait évoluent constamment, très rapidement. Donc quand on reprend le zoom sur les 150 dernières années, on voit très bien cette augmentation de température que je vous ai montré graphiquement avec des jolies couleurs sur la dernière slide. Ici on voit bien cette augmentation. Là, j'ai mis un axe en degrés. On voit bien cette augmentation de température qui est donc de 1,1 degré au cours du dernier siècle. Et un résultat extrêmement important de cette dernière évaluation du GIEC, c'est que 100% de ce réchauffement est dû aux activités humaines. Et je prendrai des questions volontiers après, si vous voulez. Et donc ça, c'est vraiment sans équivoque. Et c'est un résultat extrêmement important avec énormément de niveau de confiance. Donc dans le GIEC, je vois qu'il y a des réactions. Donc peut-être que je pourrais aussi prendre des questions sur qu'est-ce que le GIEC, comment on travaille, etc. J'ai fait le choix souvent dans mes interventions sur l'état du climat à partir des travaux du GIEC, je prends toujours le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est le GIEC, comment on travaille, comment on établit nos niveaux de confiance. Je ne l'ai pas fait ici pour gagner du temps, pour aller vers l'océan austral, mais je le ferai avec plaisir si jamais vous avez des questions, là-dessus. Mais en tout cas, un résultat extrêmement important, sans équivoque, avec des niveaux de confiance extrêmement hauts, c'est que 100% de ce réchauffement est dû aux activités humaines. Ce réchauffement dont je vous parle, c'est la moyenne sur l'ensemble de la planète. En réalité, il y a une variabilité spatiale de ce réchauffement, avec des régions qui se réchauffent plus et des régions qui se réchauffent moins. Sur les terres émergées, on a du réchauffement partout, sur l'ensemble de la planète. Il y a des régions qui se réchauffent plus, notamment en Arctique,
et notamment en Europe, où on a un réchauffement qui est de l'ordre de 1,9 degré, donc presque 2 fois, un peu moins de 2 fois, mais plus important en tout cas que la moyenne globale. Ce réchauffement, il est partout, et donc j'ai recherché une source sur la Corse, et donc on voit évidemment que la Corse n'y échappe pas, où on a un réchauffement. Alors j'ai pas le chiffre exact, là c'est pas une évaluation du GIEC, donc les méthodes sont un petit peu différentes. C'est un rapport du CEREMA qui a été publié il y a quelques années, où on voit à peu près le même taux de réchauffement que je viens de vous dire pour la France, à peu près 2 degrés. Donc c'est juste pour illustrer que ce réchauffement est partout, et notamment ici où on parle. L'influence sur le climat, elle n'est pas que sur le réchauffement de la planète, elle est généralisée dans l'ensemble du système climatique. Et ici, c'est un graphique qui montre, un graphique issu du dernier rapport du GIEC encore, qui montre en fait que l'ensemble de ce système climatique est affecté par le changement climatique dû aux activités humaines, avec une élévation du taux de concentration, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, représenté encore une fois graphiquement ici par des bandes de couleurs. Vous avez à chaque fois les unités ici. Un changement des régimes de précipitation, une perte de masse des glaciers qui est extrêmement bien observée dans l'ensemble des chaînes montagneuses, notamment en France. L'élévation de la température de surface dont je viens de vous parler, l'augmentation du niveau des mers, et également le réchauffement des océans. Donc, dans l'ensemble de ce système climatique, dans toutes les composantes du système climatique, on voit cette influence humaine qui est donc sans équivoque et généralisée. Ces changements, en plus d'être généralisés, ils sont sans précédent. Alors sans précédent, qu'est-ce que ça veut dire? On est des scientifiques, donc sans précédent, il faut mettre une échelle de temps associée. Pour le CO2, la concentration de CO2, elle est au plus haut depuis au moins 2 millions d'années. 2 millions d'années, ça veut dire que, en gros, l'espèce humaine n'a jamais connu de concentration de CO2 aussi importante dans l'atmosphère. La hausse du niveau des mers, elle est la plus rapide depuis au moins 3000 ans. La banquise arctique, au plus bas depuis 1000 ans, et depuis au moins 1000 ans. Et la retraite des glaciers sans précédent depuis au moins 2000 ans. Donc on voit vraiment des changements dus aux activités humaines sans équivoque, généralisés dans l'ensemble du système climatique et sans précédent. Tous ces changements dont je viens de vous parler, c'est des changements tendanciels. Mais en plus de ces changements tendanciels, on a une augmentation de l'intensification de la fréquence des événements extrêmes, des événements météorologiques extrêmes, qui vient s'ajouter à cette tendance, à ces changements tendanciels. Donc ça, on le voit dans un certain nombre de ce qu'on appelle événements extrêmes. Là, j'ai pris 3 exemples. Les vagues de chaleur, les canicules, 3 fois plus probable aujourd'hui qu'à l'ère pré-industrielle. Les pluies diluviennes, 30% plus probable aujourd'hui qu'à l'ère pré-industrielle. Et les sécheresses, 70% plus probables. Et encore une fois, on a tous les continents qui sont touchés par ces événements extrêmes. Ici, c'est une représentation un peu bizarre, encore une fois issue du rapport du GIEC, où on a une représentation des continents, je ne sais pas si vous la reconnaissez là, avec différentes régions du monde, où on a une évaluation par région du monde de l'augmentation de l'intensité, de la fréquence des canicules. Donc on voit que et la couleur rouge représente une augmentation avérée avec les points qui représentent les niveaux de confiance, 3 points étant très confiants. Et donc on voit cette augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules qui est vraiment généralisée sur l'ensemble de la planète. Tous les océans sont aussi touchés par l'augmentation des extrêmes climatiques. Ici, j'ai représenté la température des océans, donc avec un cycle saisonnier, donc en axe des abscisses, on a de janvier à décembre. Ici, on a la température globale des océans, sur l'ensemble des océans du monde, et chaque ligne de couleur représente une année différente. Les couleurs bleues représentent en gros vers les années 70, les couleurs rouges représentent la période plus récente, avec notamment la courbe rouge grasse de 2023. J'ai issu cette figure d'une présentation que j'ai faite en août 2023 et je ne l'ai pas mise à jour, mais si j'avais continué en 2024, on serait ici à peu près. Donc on continue exactement sur la même courbe. Donc on voit très bien à l'œil nu cette augmentation de la température des océans et sur lequel vient s'ajouter des événements extrêmes. Et ici on a un exemple
de ce qu'on appelle une vague de chaleur marine ou une canicule marine qui a eu lieu en Atlantique Nord et notamment en Méditerranée et en Méditerranée l'année dernière, en août dernier, qui a frappé de plein fouet cette région du monde avec des températures, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, des températures de l'océan complètement, enfin jamais observées par ailleurs. Et la Corse, encore une fois, n'y échappe pas, avec un réchauffement méditerranéen sur la Méditerranée. Donc ici, j'ai une figure de la température moyenne en Méditerranée, avec la courbe noire ici, qui est en gros la période historique simulée par des modèles climatiques. Là, en bleu, on a les observations. Donc, première constatation, les observations et les modèles climatiques sont tout à fait en accord. Et puis là, des évolutions futures en fonction de différents choix de société qu'on pourrait faire. Mais en gros, voilà, cette augmentation de la température de la Méditerranée qui est très bien constatée. Et là-dessus, encore une fois, en plus de cette augmentation tendancielle de la température de la Méditerranée, on a des canicules marines qui viennent s'ajouter là-dessus. Et c'est ce qui est représenté ici, où on a le nombre de jours par an où la Méditerranée est en situation de canicule marine. Donc on voit ici les observations, on a le même code couleur, les observations, donc on voit une augmentation du nombre de jours de canicules marines dans les dernières décennies. Hein. Et il est prévu que ça continue d'augmenter, avec, suivant certains scénarios, donc suivant certains choix de société qu'on va faire collectivement, avec une Méditerranée qui pourrait être en canicule marine l'ensemble de l'année. Ces canicules marines, elles ont des forts impacts. Elles ont des impacts sur désolé, j'ai pas traduit ici, c'est une diapo en anglais, mais elles ont un impact sur la biodiversité et les habitats, et avec des impacts évidemment aussi sur l'économie à travers les pêcheries, le tourisme, etc. Ici, j'ai pris cette photo issue d'un article récent qui s'intéressait aux impacts de mortalité de masse de la biodiversité en Méditerranée. Alors ça, c'est dans les calanques de Marseille, mais parce que j'ai pas trouvé, j'ai cherché pour la Corse, mais j'ai pas trouvé. Mais c'est à peu près la même histoire. On voit cette gorgone rouge, si je me trompe pas, complètement dévastée par la succession en fait de canicules marines, et la biodiversité n'arrive pas à se renouveler. L'impact du changement climatique, donc là j'ai commencé à vous en parler avec l'impact sur la biodiversité marine, mais en fait là l'impact du changement climatique de manière générale, là on reprend un petit peu un pas de recul, on le retrouve, cet impact du changement climatique, dans tout plein de secteurs. Je ne vais pas faire une liste à la Prévert, mais c'est juste pour vous illustrer ici, encore une fois, ça c'est l'évaluation du rapport du GIEC, avec des impacts forts. Donc quand c'est rouge, c'est des impacts forts dans la disponibilité en eau, de la santé, le bien-être, les infrastructures et les villes, etc. Donc vraiment des impacts extrêmement forts sur notre vie quotidienne de ce changement climatique. Et encore une fois, la Corse n'y échappe pas à ces impacts. Ici, j'ai pris deux exemples que j'ai retrouvés encore une fois dans ce rapport du CEREMA, avec une augmentation avérée observée des conditions propices au feu. Donc ici, vous ne devez pas voir, enfin, moi, j'arrive pas trop à voir, mais là, en gros, c'est les années 70, si je ne me trompe pas. Donc sur les dernières 50 ans, une augmentation claire des conditions propices au feu. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir des feux, mais c'est que c'est des conditions qui rendent les feux beaucoup plus probables. Donc des conditions sèches, chaudes, venteuses aussi, qui rendent les feux beaucoup plus probables et beaucoup plus en fait et inéteignables. Enfin, je ne me rappelle plus du terme parce que c'est vraiment pas mon domaine de spécialité, mais en gros complètement difficile à arrêter. Et puis un autre exemple d'impact ici, j'aurais pu en choisir un certain nombre, j'en ai choisi que deux, mais juste pour vous montrer que les impacts sont un peu partout en fait, sur l'implantation du moustique tigre. J'imagine que vous êtes au courant, avec une implantation du moustique tigre en Corse dès les années 2000, qui est due au réchauffement de la planète. Enfin, en tout cas de cette région. Ces impacts, pour continuer sur ces impacts, et prenant un pas de recul, là on sort de la Corse, on vient plus sur l'ensemble de la France.
il y a eu un rapport du Haut Conseil pour le climat sur les impacts des événements extrêmes de l'année 2022, où on voit que c'est encore une fois, ces impacts, c'est pour illustrer que ces impacts sont un peu partout dans nos vies quotidiennes. Avec 2000 communes en 2022 qui étaient avec des tensions en eau potable, dont 7 en interruption totale, c'est quand même assez concernant. 8000 demandes de communes pour des catastrophes naturelles, des dizaines de milliers d'hectares brûlés en 2022 qui dépassent de loin en fait nos capacités de réponse à ces feux. Et 3000 décès en France en 2022 dus aux canicules, des cas de dengue, et puis des sécheresses, évidemment la production agricole qui diminue, et la production électrique, etc. Donc des impacts, encore une fois, dans tous les secteurs, avec des forts impacts économiques également. Ok, qu'est-ce qui cause ce réchauffement planétaire et ce changement climatique? Alors je vous l'ai déjà dit, j'ai un peu rabâché, c'est les activités humaines, mais je voudrais revenir là-dessus. Et pour aborder cette question, je voudrais revenir sur l'effet de serre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, promis. Mais ici, je vous ai représenté en gros l'état de la planète sans changement climatique, ce qu'on appelle à l'équilibre. Ce qui se passe, c'est qu'on a de l'énergie qui arrive sur la planète, l'énergie du Soleil, et quand on n'a pas de changement climatique, quand on est à l'équilibre, on a la planète qui va rayonner de l'énergie vers l'extérieur, tout comme tout corps chaud va rayonner de l'énergie à l'extérieur, et quand on est à l'équilibre, il y a autant d'énergie qui est rayonnée vers l'extérieur que d'énergie qui rentre. Ce qui se passe, c'est qu'avec les activités humaines, on dérègle ce système. Et comment on le dérègle? C'est en émettant des gaz à effet de serre. Ça, c'est l'évolution depuis 1850 des émissions de gaz à effet de serre. Et on voit cette augmentation assez vertigineuse de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ce que ça fait, c'est que plus on émet du gaz à effet de serre, plus on va augmenter la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'on voit ici, une reconstruction basée sur des observations d'archives naturelles. Ça, c'est la concentration, encore une fois, de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 années avant. On voit que des gaz à effet de serre plus ou moins stables, avec de la variabilité évidemment. Et puis là, ces 50 dernières années, une augmentation absolument vertigineuse de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc ça, ce que ça fait en fait, c'est que ça ajoute ces molécules de CO2 dans l'atmosphère qui vont en fait avoir pour effet d'avoir un effet d'effet de serre, comme dans une serre, qui est un peu une couverture en fait qu'on met autour de la planète, qui est représentée ici schématiquement par cette ligne verte, en fait, qui va en fait piéger l'énergie qui ressort. Donc avant, on avait autant d'énergie qui ressortait qui rentrait, mais là, avec cet effet de serre, on va diminuer un petit peu l'énergie qui ressort, et donc on va avoir une accumulation d'énergie, ce que j'appelle énergie, c'est de chaleur. On va avoir une accumulation de chaleur sur la planète. Alors, ceci dit, je vais très rapidement aller sur les possibles futurs. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Et c'est là où j'en viens aux bonnes nouvelles. J'ai fait quand même pas mal de mauvaises nouvelles. J'en viens enfin aux bonnes nouvelles, relativement. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on sait quoi faire. C'est quand même cool parce qu'on pourrait ne pas savoir quoi faire. Ce qu'on sait, et ça c'est l'état de l'art de la science à l'heure actuelle, issu du dernier rapport du GIEC, c'est que pour stabiliser le réchauffement, il nous faut arrêter d'accumuler du CO2 dans l'atmosphère. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que c'est pas forcément simple. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Le truc important aussi à comprendre, c'est que là on ne parle que de stabiliser le réchauffement. On ne reviendra pas aux températures de nos parents ou de nos grands-parents. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de stabiliser le réchauffement. Et l'enjeu qu'on a en ce moment, c'est de le faire le plus tôt possible. Parce que plus on attend, plus la température va augmenter, et on ne peut que stabiliser. Donc plus on va attendre, plus on va stabiliser haut. Et donc plus les impacts vont être importants. Alors, donc, je vous disais, pour arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc on travaille avec des scénarios possibles pour essayer de voir quels seraient les scénarios possibles en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est un graphe qui nous donne
les émissions de gaz à effet de serre observées. Donc là, c'est jusqu'en 2020, il me semble. Et puis après, les scénarios, divers scénarios futurs possibles en fonction des choix collectifs qu'on va faire ensemble. Si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré ou à 2 degrés, ce qui est ce sur quoi on s'est accordé à un niveau international dans ce qu'on appelle les accords de Paris, donc vous avez peut-être entendu parler, il faut qu'on arrive à réduire nos émissions en suivant ces trajectoires pour arriver à arrêter d'émettre en 2100. Et donc, il faut drastiquement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la trajectoire qu'on suit avec les politiques actuelles, implémentées en ce moment, à l'international, en France et ailleurs, on suit cette courbe rouge. Et donc on voit qu'on a potentiellement un problème, en tout cas avec les politiques actuelles implémentées, on ne suit clairement pas les trajectoires qui nous permettent de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés. Donc la nécessité d'agir urgemment pour changer nos politiques publiques, nos façons de vivre ensemble en société, pour suivre ces trajectoires au plus proche possible de 1,5 degré ou 2 degrés, en tout cas le plus rapidement possible, encore une fois, pour stabiliser au niveau le plus bas possible, pour réduire les impacts. Donc les décisions d'aujourd'hui définissent le monde dans lequel vont vivre les générations futures, et ça c'est une figure, encore une fois, issue d'un rapport du GIEC que je trouve assez parlant, où on voit l'évolution de la température donc observée de la planète jusqu'à 2020. Encore une fois, une barre de couleur représente la température moyenne sur l'ensemble de la planète par an. Et puis après, on a différents scénarios possibles qu'on va pouvoir choisir en fonction, encore une fois, des politiques qu'on met en place. Avec des scénarios avec un réchauffement plutôt faible, des scénarios avec un réchauffement plutôt élevé. Et on voit assez bien sur cette représentation ici qu'on a une question évidente de justice intergénérationnelle, comme on le dit, avec des personnes qui sont nées en 1950 qui vont vivre une petite fraction de ce réchauffement, et puis les personnes nées en 2020 qui vont vivre une grande partie de ce réchauffement. Et encore une fois, c'est les décisions aujourd'hui qui vont nous définir sur quel scénario on est. Alors je voulais faire encore un petit clin d'œil sur la température en Corse. Ici, c'est une représentation similaire, pas exactement pareil. Là, chaque ligne en fait est un modèle climatique différent. Donc là, on n'a pas des observations, on a des simulations de modèles climatiques. Et puis ici, c'est le futur. Suivant un des scénarios, c'était le scénario, donc c'est plusieurs modèles climatiques qui en gros simulent ce scénario intermédiaire, qui est en gros celui qu'on suit à l'heure actuelle avec les politiques actuellement en place. Et donc là, on a divers modèles climatiques qui représentent la température de la Corse suivant ce scénario. Et on voit qu'on est à 3 degrés en 2100 suivant ce scénario. Et ça, c'est la moyenne annuelle. Quand on regarde la moyenne estivale, on est à plus 5 degrés. Et puis encore une fois, quand je vous dis, là on parle de réchauffement tendanciel, mais par-dessus ça, se rajoutent les événements extrêmes, les canicules, et donc des réchauffements, des températures de canicules beaucoup plus élevées que 5 degrés. Et encore une fois, pour continuer sur la Corse, en 2050, les 2/3, c'est un résultat d'une étude de l'INSEE de 2023. Donc là, on a le nombre moyen, en couleur, on a le nombre moyen de nuits tropicales. Donc là, sur 1976-2005, ici sur 2021-2050, où on voit que d'ici 2050, les 2/3 du territoire corse seront exposés à plus de 30 nuits tropicales en été. Et encore une fois, ici, j'ai inclus cette phrase aussi de ce rapport qui me paraît essentielle. C'est une question de, encore une fois, justice intergénérationnelle ici, dans l'autre sens un petit peu, les plus exposés, parce que quand on regarde les impacts, on regarde toujours l'exposition, la vulnérabilité, et donc évidemment, il y a des personnes plus exposées, plus vulnérables. Et donc il y a des risques pour la santé, et des risques pour la santé, évidemment, il y a des risques dans tout plein de secteurs, mais notamment pour la santé. Et ici, je trouve ce graphique du GIEC, encore une fois, assez marquant.
qui représente pour différents niveaux de réchauffement, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, le nombre de jours où la vie devient vraiment compliquée pour les humains, risque mortel, donc plus que compliqué. Et on voit qu'une grande partie du monde en fait va subir de plus en plus de jours dans l'année où les conditions sont impropres à la vie humaine. Donc on parle de quelque chose de quand même assez sérieux. J'ai les mêmes graphiques, je ne voulais pas trop vous mettre sous l'eau avec tout ça, mais il y a les mêmes graphiques pour les écosystèmes, la sécurité alimentaire. On voit des impacts extrêmement forts en fait de ces niveaux de réchauffement, et d'où la nécessité, encore une fois, de réduire drastiquement et au plus vite avec l'espoir, je pense qu'on peut tous s'accorder que c'est plutôt vers ça qu'on va aller, avec l'espoir d'être vers ces risques là plutôt que là. Et plus on attend, plus on sera haut. Et donc plus les risques vont augmenter. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'océan et l'océan austral, tout ça? Alors je voudrais, pour vous parler d'océan et d'océan austral, je voudrais revenir sur cette question de l'énergie qui s'accumule dans le système climatique. Je vous ai dit, les gaz à effet de serre issus des activités humaines, elle va piéger de l'énergie dans le système climatique. Et donc là, on peut se poser la question, on le fait, de où est-ce que cette énergie est stockée dans le système climatique. Et si on regarde ça, on se rend compte que 1% de l'énergie qui est associée au changement climatique se retrouve dans l'atmosphère. Donc en fait, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est des changements dans l'atmosphère, la température, etc. En fait, c'est que 1% du problème du changement climatique. Quand on regarde maintenant sur les continents, à l'intérieur des terres, on a 5% à peu près du changement climatique, enfin de l'énergie qui s'accumule à cause du changement climatique. Dans les glaces, pour la fonte de tous les systèmes englacés de la Terre, on a 3% de l'énergie qui est stockée. Et donc, où est-ce que ça se retrouve, toute cette énergie qui s'accumule? Eh bien, dans les océans. 91% de l'énergie qui s'accumule dans le système climatique est stockée dans les océans. Et donc, on voit que le réchauffement atmosphérique et tout ce dont je vous parle depuis le début, en fait, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, évidemment, il y a des impacts considérables dont je vous ai parlé, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le principal du changement climatique est sous la surface de l'océan. Et donc on observe très bien cette augmentation d'énergie, de chaleur, de température dans les océans du monde, avec ici une évolution sur en gros les 60 dernières années de la chaleur dans les océans du globe, et on voit une carte qui est plutôt rouge, donc une augmentation de la chaleur dans les océans du monde. Et on voit, enfin en tout cas moi je vois, que cette chaleur est vraiment stockée dans l'hémisphère sud au niveau de l'océan austral. Et une autre représentation avec des coupes verticales, mais qui nous dit à peu près la même chose. Et donc ce dont on se rend compte, excusez-moi encore une fois pour une diapo en anglais, mais ce dont on se rend compte, c'est que l'océan austral joue un véritable rôle d'éponge en fait. Elle va éponger énormément de chaleur. Les 3/4 de l'ensemble de la chaleur qui est stockée par les océans, elle est stockée dans l'océan austral. Enfin, elle est absorbée dans l'océan austral. Et la moitié de tout le dioxyde de carbone qui est stocké dans les océans du monde est absorbé aussi dans l'océan austral. Je ne vous en ai pas parlé ça, mais l'océan joue aussi un rôle fondamental pour absorber le carbone qu'on émet. À chaque fois qu'on émet 1 tonne de carbone, il y en a 250 kg qui va se retrouver dans les océans. Et ça, en fait, la grande majorité de ce carbone, en fait, rentre par l'océan austral. Donc l'océan austral joue vraiment le rôle d'une éponge qui va nous rendre un grand service, parce qu'elle enlève de la chaleur qui pourrait se retrouver dans l'atmosphère, elle enlève du carbone qui pourrait se retrouver dans l'atmosphère et contribuer à plus de réchauffement climatique. Et donc on voit ici que l'océan austral nous rend un service crucial pour notre quotidien. Alors pour appuyer un peu plus ici, j'ai représenté, j'ai essayé de quantifier, j'ai quantifié le puits de carbone de l'océan austral, qui est de 0,8 pétagrammes de carbone par an. Alors vous allez me dire, mais de quoi il me parle? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc j'ai essayé de vous comparer ce nombre à quelque chose dont vous avez peut-être plus entendu parler, c'est la forêt amazonienne, qui est souvent considérée, comparée à un poumon de la planète, etc., notamment par son rôle de puits de carbone. Mais on voit que l'océan austral est presque 2 fois plus
efficaces en fait à extraire du carbone de l'atmosphère pour les enfouir, pour l'extraire de l'atmosphère, ce qu'on appelle les puits naturels de carbone. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'océan austral? C'est une question qu'on se pose beaucoup dans ma communauté. Pourquoi l'océan austral? Alors, je voulais vous montrer cette petite vidéo des océans du monde, où ici j'ai représenté en gros les courants, vous voulez peut-être bouger, les courants dans l'ensemble des océans du monde, et rien ne nous dit a priori que l'océan austral est différent des autres océans. Bon, il est plus froid parce qu'il est plus près des pôles, mais rien ne nous dit que l'océan austral est a priori différent et aurait un rôle d'éponge plus important. On a l'ensemble de ces petits courants un peu partout, qui sont dans tous les océans du globe. Et donc, pour comprendre ce rôle crucial de l'océan austral, il faut plonger sous la surface des océans. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous dans la prochaine diapo, si jamais j'y arrive. Et donc, pour comprendre vraiment ce rôle de l'océan austral, il faut comprendre quelque chose. Vous n'avez peut-être pas conscience, mais c'est que l'océan, c'est pas juste un seau d'eau comme ça, avec plein d'eau. En fait, c'est un peu structuré comme un oignon. C'est en couches. En couches qui sont assez... En fait, c'est difficile de communiquer d'une couche à une autre. Et on le voit bien quand on prend un profil de ce qu'on appelle dans notre jargon un profil de température. Donc sur la verticale, ici on a les profondeurs de l'océan, de 0 à plusieurs milliers de mètres. Ici on a la température, et ici on a ce qu'on appelle encore une fois un profil de température typique. Donc la température à différents niveaux de profondeur, plutôt chaud en surface, plutôt froid en profondeur. Et on voit cette structure avec cette forte changement de température qu'on appelle thermocline dans notre jargon, et des fois qu'on utilise quand on va se baigner, on se dit non, je sais pas vous, moi. Bon, en tout cas, avec cette structure vraiment, ici on voit deux couches principales, hein, avec la surface de l'océan qui est vraiment déconnectée des profondeurs. Et ça c'est ici représenté schématiquement avec cette couche de surface, cette couche profonde, et vraiment une espèce de barrière au mélange qui fait qu'on a très très peu de communication entre la surface et les profondeurs. Et en réalité, il y a deux endroits sur la planète où cette barrière est plus fine, où c'est beaucoup plus facile de propager des signaux climatiques, et d'autres signaux d'ailleurs, entre la surface et les profondeurs. Et ces deux endroits, c'est dans l'Atlantique Nord et dans l'océan austral. Ici, on a une coupe verticale de l'océan Atlantique. Donc ici, on a l'Arctique, en gros. Ici, l'océan austral. Et là, la profondeur. En couleur est représentée, il me semble, la température moyenne dans les océans. Donc on voit cette couche chaude en surface. C'est cet océan plus profond, plus froid. Et est représentée en flèche, schématiquement en flèche blanche, la circulation moyenne, où on voit qu'on a des régions où la circulation verticale, cette connexion entre la surface et les profondeurs est favorisée. Et ça, c'est particulièrement vrai dans l'océan austral, où on a cette circulation verticale qui est rendue beaucoup plus facile à ce niveau-là. Et puis, on le voit un peu moins ici, mais si on zoomait sur la surface, aussi à ce niveau-là, où on a beaucoup de connexion qui est possible. Et une autre visualisation de ces mêmes flèches ici que j'ai représentées, c'est de tenter de le représenter en 3D. Dans une vision de la Terre, vous n'avez sûrement pas beaucoup l'habitude, ça s'appelle une projection de Spielhaus, mais que j'aime bien parce qu'elle représente déjà l'océan on voit bien ici que l'océan est continu, hein, il n'y a qu'un océan. Et ça place l'Antarctique au centre, à la place où il devrait être en termes de circulation océanique, parce que c'est l'Antarctique, enfin l'océan austral, qui connecte les différents bassins océaniques du globe et qui va connecter aussi, comme je vous le montrais, c'est un petit peu plus difficile de le voir sur le schéma, mais qui va connecter aussi les courants de surface, représentés plutôt en rouge ici, et les courants profonds, représentés plutôt en bleu ici. Et donc, on a cet océan austral qui nous rend un service crucial pour notre quotidien en absorbant ces grandes quantités de chaleur et ces grandes quantités de carbone et pour les extraire de l'atmosphère et les enfouir
sous la surface océanique. Le problème, c'est que ce service, il a un coût. Il a un coût, et ça, on le voit sur notamment ce qu'on appelle l'acidification des eaux. En fait, ce qui se passe, c'est quand on pompe du carbone dans l'océan, on change la chimie, et ça va avoir tendance à acidifier les eaux. Et c'est ce qu'on voit, donc je me rappelle plus, sur les dernières décennies, je ne me rappelle plus exactement sur quelle période est fait ce graphe, mais c'est ce qu'on voit ici sur tous les patchs jaunes, où on voit cet océan austral qui tend à devenir de plus en plus acide. Le problème d'acidifier les eaux, c'est que ça rend certains organismes qui ont des coquilles calcaires, vous vous rappelez peut-être de vos cours de SVT au lycée. Moi, je m'en rappelle, je n'aimais pas ça. Mais je me rappelle, j'aimais pas trop ça, mais je me rappelais qu'on mettait du citron sur le calcaire et que ça faisait des bulles. Ça, c'était marrant. Et donc, on a des organismes calcaires qui vont avoir de plus en plus de mal à se développer, et ça va impacter l'ensemble de la chaîne alimentaire et la biodiversité. Ce service, il a un coût aussi, on le voit sur la surface de banquise antarctique, j'allais dire arctique. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais autour du continent antarctique, on a cette banquise qui se développe. La banquise, c'est de l'eau de mer qui congèle en hiver. Et on voit cette grande étendue de banquise antarctique qui va s'étendre en hiver et qui va être plus restreinte en été. Et ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est assez récent ce changement-là. Je ne sais pas si vous voyez les années ici. Là, on est en 1980 en gros. Et depuis en gros 2015-2016, on voit un rapide changement en fait de la surface de banquise. Et ça a des impacts parce que cette surface blanche en fait, elle réfléchit le soleil. Elle va envoyer plein d'énergie vers l'espace. Donc moins on en a, plus on va absorber cette chaleur. Et puis ça a aussi des impacts parce que cette banquise, c'est un habitat pour une biodiversité assez unique. Et donc ça va avoir des impacts sur la biodiversité en plus de l'acidification. Donc on voit, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment pas mon expertise, mais on a des experts ici cette semaine et même dans la salle ici. On voit des impacts, en tout cas on essaye d'étudier ces impacts sur la biodiversité de ces changements qui sont dus à ce service, encore une fois, que nous rend l'océan austral. Ce service a un coût encore, avec le réchauffement, des réchauffements extrêmement profonds, je vous en ai parlé tout à l'heure, des réchauffements profonds qui se retrouvent à différentes profondeurs en fonction de la circulation verticale dont je vous ai parlé, des réchauffements profonds, et puis ces réchauffements, en fait, ils vont avoir plusieurs impacts, de changer les habitats de la biodiversité, de faire augmenter le niveau des mers. En fait, plus on a de l'eau chaude, plus l'eau va se dilater, et plus on va avoir des niveaux des mers qui vont augmenter. Et en plus de ça, il s'avère que l'océan austral est en contact direct avec la calotte polaire antarctique, et donc va venir faire fondre en fait la calotte polaire antarctique. Et ça, est-ce que non, je suis perdu dans mon discours, mais je crois que c'est la slide d'après. Et donc cette fonte de la calotte polaire antarctique, elle va venir en fait relâcher plein d'eau douce, en fait, la glace de l'eau douce, elle va relâcher plein d'eau douce en surface. Et ça, c'est un peu comme une vinaigrette avec de l'huile et de l'eau, ça se mélange moins bien. Et donc, on observe une augmentation de ce que je vous parlais tout à l'heure. On observe une augmentation de cette barrière au mélange. Parce qu'en fait, on dépose cette eau douce. Aussi, on réchauffe les eaux, donc on a tendance à diminuer ce qu'on appelle la densité, le poids de l'eau. Et donc on augmente en fait le contraste entre la couche de surface et la couche profonde, et donc on augmente cette barrière au mélange. C'est ce qu'on voit ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce qu'elle représente exactement, mais cette augmentation ici, c'est une mesure de cette augmentation de cette barrière au mélange. Donc augmenter cette barrière au mélange, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rend plus difficile cette circulation profonde dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai dit, l'Antarctique, l'océan austral, c'est un endroit un peu privilégié pour cette circulation verticale qui va nous rendre un service.
En fait, on est en train de dérégler ça parce qu'on augmente cette barrière cette barrière de mélange, donc on rend plus difficile cette circulation. Et c'est ce que, on l'observe pas ça encore, mais c'est ce qui est projeté par des modèles numériques, certains modèles numériques, où qu'on a une diminution en fait de l'efficacité de cette circulation profonde. C'est ce qui est représenté ici, où on a sur l'axe vertical ici une unité un peu bizarre, mais en gros qui est l'intensité de la circulation profonde, et qu'on voit diminuer, enfin en tout cas dans cette projection numérique, sur les prochaines décennies d'un très fort pourcentage. On commence à avoir des observations de l'empreinte de cette diminution sur le pourtour antarctique. C'est vraiment un domaine de recherche en cours, mais on commence à avoir des observations de cette diminution de la circulation, qui a donc des conséquences sur tout ce dont je vous ai parlé, sur l'absorption de la chaleur par l'océan austral, sur l'absorption du carbone par l'océan austral. Et cette diminution de la circulation, pour aller encore un peu plus loin, je suis désolé, je n'ai pas envie d'être trop déprimant, mais cette diminution de la circulation, elle réchauffe les eaux, encore plus, les eaux profondes. Et ça nous pose un souci parce que le réchauffement des eaux, ça fait fondre la calotte, ça rajoute de l'eau douce, ça fait la vinaigrette qui ne se mélange plus. On a de plus en plus de mal à enfouir, et puis ça réchauffe. Et donc on a, en tout cas, tout ça, hein, c'est un petit peu différent des rapports du GIEC dont je vous parlais avant. Tout ça, c'est vraiment de la recherche en cours, hein, mais c'est vraiment des questions qu'on se pose en ce moment. Voilà, qu'est-ce qui se met en place en termes de cercle vicieux avec cette fonte de la calotte polaire antarctique. Ici, les régions rouges, c'est des régions qu'on observe en train de fondre. Et ce réchauffement des océans. Et donc tout ça, ça va mener à une hausse du niveau des mers. Je vous ai dit, le réchauffement océanique fait que l'eau se dilate, ça fait augmenter le niveau des mers. Et puis en plus de ça, si on ajoute de l'eau douce, ça fait augmenter aussi le niveau des mers. Donc on voit ici que l'océan austral est assez central pour notre compréhension de l'élévation du niveau des mers. Ce n'est pas le seul océan, mais c'est assez central, notamment pour son rôle de stockage de chaleur. Et aujourd'hui, depuis en gros un siècle, on a à peu près 20 cm d'augmentation du niveau des mers. Sur ces 20 cm, il y a à peu près la moitié qui est due à la dilatation des océans et la moitié qui est due à l'ajout d'eau douce, due à la fonte des glaciers et due à la fonte des calottes polaires. À l'heure actuelle, la calotte polaire antarctique n'est pas un gros contributeur, c'est un petit contributeur, mais quand même. La calotte groenlandaise est un gros contributeur, et puis la fonte des glaciers sur toutes les montagnes est aussi un gros contributeur. Cette hausse du niveau des mers, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, elle est sans précédent sur plus de 3000 ans, et elle a des impacts évidemment sur l'ensemble de nos côtes, et évidemment sur les côtes en Corse. Si on regarde des projections climatiques pour voir comment ça va évoluer dans le futur, on voit qu'on va augmenter en fonction, là c'est un peu des termes un peu barbares, mais en gros ça revient un petit peu aux différents scénarios dont je vous ai parlé tout à l'heure, les différents choix collectifs de société qu'on va faire, avec là plutôt des scénarios assez ambitieux en termes d'atténuation du changement climatique, et puis là des scénarios où on réchauffe vraiment la planète fortement. Et on voit que donc l'élévation des mers va continuer à l'avenir en fonction des choix collectifs de société qu'on va faire. Cette hausse du niveau des mers tendancielle, elle a des impacts assez forts en fait sur les extrêmes des niveaux des mers. Alors ça, j'ai mis Frequency Amplification Factor, c'est en gros l'augmentation de la fréquence des extrêmes d'extrêmes de submersion marine dû à l'augmentation du niveau des mers et puis aussi au fait que on a des événements météorologiques qui vont à un moment favoriser la submersion marine. Et donc on voit que sur le pourtour de la France, on a des augmentations très significatives du nombre de ces extrêmes du niveau des mers. Et ça, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai parlé d'exposition, de vulnérabilité, donc c'est important toujours de prendre ça en compte, en plus de l'aléa climatique, ça c'est ce qu'on appelle l'aléa climatique, mais en plus, il faut rajouter l'exposition, et donc on voit notamment sur la Corse, il me semble que c'est le rapport du CRMA, toujours, je n'ai pas mis
la référence, mais on voit évidemment énormément de population au niveau des côtes corses, et donc beaucoup d'expositions en Corse sur cette élévation du niveau des mers. Et se rajoute à ça, en fait, et j'en reviens du coup à l'océan austral, pardon, j'ai encore mis en anglais, j'ai oublié de traduire certains termes, certains scénarios, en fait, et ça c'est vraiment de la recherche qu'on est en train de faire actuellement, beaucoup de thèmes en fait qui sont discutés cette semaine et la semaine dernière, c'est si des processus de déstabilisation dans l'océan austral et en Antarctique, ces cercles vicieux dont je vous parlais, se mettent en place, et ben en fait on pourra avoir des élévations du niveau des mers bien plus importants que ce qui est prévu si ces processus de déstabilisation ne se mettent pas en place. Donc on voit l'importance ici de comprendre ces processus qui ont lieu dans l'océan austral, ces processus qui ont lieu à la connexion entre l'océan austral et l'Antarctique, pour pouvoir dire à la société, à vous, aux politiques, si oui ou non on doit s'inquiéter de ça. On est assez, enfin, ça c'est encore une fois le rapport du GIEC. Je l'ai pas mis, c'est là. C'est le rapport du GIEC. Donc c'est assez inquiétant pour que ça soit quand même publié dans le rapport du GIEC. Mais on a encore beaucoup d'incertitudes, et donc c'est pour ça qu'on essaye de mieux comprendre la dynamique de l'océan austral, la dynamique de l'Antarctique, pour voir si en effet de tels scénarios pourraient être atteints. Donc face à ces enjeux, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, j'ai aucune idée, donc si jamais Dominique, n'hésite pas de... Ouais. Donc face à ces enjeux, nécessité de protéger l'océan austral, nécessité de mieux comprendre l'océan austral, et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas ce qu'on essaye de faire ces 2 semaines, en essayant de former la nouvelle génération de chercheurs, avec une invitation de 19 experts mondiaux, océanographes, climatologues, glaciologues et spécialistes du carbone, écologues, experts de la politique du climat, pour former ou discuter, formation, il y a beaucoup de discussions aussi, mais disons que c'est de la formation, de 50 jeunes chercheurs et chercheuses venus d'un peu partout dans le monde. Donc défis pour la protection, il y a beaucoup de défis pour la protection de l'océan austral, donc quand je parle de protection, c'est protection de la biodiversité, avec beaucoup de questions qui se posent sur comment est-ce qu'on peut, au niveau international, au niveau des régulations internationales, essayer de protéger certaines parties de l'océan austral, de la protéger des activités humaines, de la protéger des pêcheries, essayer de mieux mesurer l'évolution de la biodiversité dans ces régions. Défi pour la compréhension. Est-ce que je vous mets ce film? Il est un peu bizarre, mais j'aime bien parce que je crois que pour le grand public, il n'est pas top. Bon, en gros, c'était juste un petit film pour vous illustrer en fait ce qu'on essaye de faire en termes de modélisation numérique, à représenter tout plein de courants. Mais il est vraiment un peu bizarre, je vais l'arrêter. Ah ok. Donc tout plein donc ces courants verticaux qui descendent de l'Antarctique pour plonger donc tout ça, on essaye de le comprendre en essayant de modéliser numériquement ces processus-là. Et moi je vous le laisse si vous l'aimez. Et donc voilà, un véritable défi pour la compréhension en termes de compréhension de processus, compréhension théorique, implémenter ça dans des modèles mathématiques, faire tourner ces modèles mathématiques sur des gros ordinateurs pour essayer de comprendre tout ça. Et là, on voit ces courants qui descendent depuis le talus continental vers les profondeurs, et qui vont stocker beaucoup de chaleur et de carbone. Et puis, défi pour la compréhension. Et ici, je vous ai représenté le nombre d'observations qu'on a dans l'ensemble des océans du globe, d'observations de température et de salinité dans l'ensemble des océans du globe au niveau historique, où on voit qu'on a, donc la couleur représente le nombre d'observations par petite boîte sur l'ensemble des océans du monde. On voit qu'on a beaucoup d'observations dans l'hémisphère nord, mais qu'on en a très peu en fait dans l'hémisphère sud. Donc là, on a un véritable défi pour mieux observer cette région du monde, parce qu'on a bien vu qu'elle était assez importante pour le climat, même cruciale. Et donc on a un défi important au niveau historique. Cette région a été peu explorée, d'une part parce qu'elle est loin de la
plupart des terres émergées. On a des amis australiens quand même et sud-américains qui sont avec nous et même sud-africains. Mais disons que la plupart des terres est dans l'hémisphère nord. Mais, et donc c'est loin de la plupart des terres émergées d'une part, donc c'est loin. C'est à 10 000 km de la Corse, je crois, si j'ai bien fait mon calcul. Et aussi, c'est une région qui est difficile, dans laquelle il est difficile de travailler. Il y a des vagues très importantes, des vents extrêmement hostiles, de la banquise. Pour aller là-bas avec des bateaux, c'est compliqué. Et donc, c'est une région qu'on observe moins bien que le reste au niveau historique, en tout cas, que le reste des océans du globe. Et donc, je voudrais finir cette présentation par vous montrer quelques façons d'observer l'océan austral, en vous montrant qu'est-ce qu'on fait sur le terrain quand on est là-bas. Cette première photo qui vous montre en fait quand on est là-bas, voilà, enfin ça dépend un peu des régions, mais dans certaines régions en tout cas, voilà dans quoi on doit travailler. Et donc on a cette foutue banquise, enfin je devrais pas dire ça, j'aimerais bien qu'elle reste, mais bon, quand je suis sur le terrain et que j'essaye de faire des observations, des fois elle peut être enquiquinante. Et, et donc qui rend vraiment le travail d'observation de l'océan compliqué. Et donc on fait la façon dont on observe l'océan, c'est qu'on on va là-bas avec des gros navires, brise-glace, et là on est en train de, donc on travaille avec des grues pour essayer de déployer. Là c'était une opération où on déployait ce qu'on appelle un mouillage, donc on déploie une ligne d'instruments avec une grue, cette espèce de bouée là, qui va aller dans le fond des océans. Donc on met une ancre dans le fond des océans et puis on déploie, qui est attaché à un fil qui va flotter et sur lequel on met plein d'instruments pour observer l'océan. Et puis on va aller le rechercher quelques années après. Là, une des façons les plus classiques dont on observe l'océan, c'est avec cette espèce de machin qu'on appelle rosette ou CTD. Et en fait, c'est une structure en métal qui doit faire à peu près cette taille et puis plus que mon envergure, sur lequel est attaché un certain nombre de bouteilles. Là, il me semble qu'il y en a 24, un certain nombre de bouteilles, et puis on va descendre ça dans l'océan avec des capteurs aussi de température et de salinité, qui va mesurer la température, la salinité de l'océan, la pression, puis d'autres caractéristiques comme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des caractéristiques biogéochimiques. Et puis en plus de ça, on va pouvoir fermer, on est devant notre petit ordinateur sur le pont du bateau, et puis quand on arrive à une profondeur qui nous intéresse, on va dire à l'instrument de fermer la bouteille pour remonter l'eau en surface, et on va pouvoir l'analyser en laboratoire. Et donc là, c'est ce qui est fait par cette personne qui vient chercher de l'eau pour la mettre dans une bouteille pour l'analyser ensuite en laboratoire. Et là, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle écrit quelque chose sur un machin. Elle analyse. Comme je vous le disais, c'est pas toujours facile. Ici, j'ai un petit film où on est resté coincé dans cette foutue banquise pendant plusieurs heures, même plusieurs jours, où vraiment on a des difficultés de naviguer. C'est juste pour illustrer un petit peu le fait de la difficulté de travailler dans ces conditions. Et donc qui explique aussi le manque d'observation de la région. Là, on arrive à s'échapper, on est content. Et on va plus loin faire des observations. Une autre façon d'observer l'océan qui a vraiment révolutionné notre façon de faire de l'océanographie dans l'océan austral, mais plus généralement dans l'ensemble des océans du globe, c'est d'utiliser ces espèces de petits robots qu'on appelle flotteurs. C'est bizarre parce qu'ils plongent, mais on les appelle flotteurs. Donc c'est des petits robots en fait qui vont plonger dans les océans jusqu'à 1000 mètres, 2000 mètres. Et qui vont, pendant qu'ils plongent, mesurer la température, la salinité et la pression. C'est les trois trucs qui, vraiment, en tant qu'océanographe physicien, qui nous intéressent beaucoup. Et puis, ils vont dériver avec les courants, et puis ils vont remonter en surface, transmettre leurs informations par satellite, et puis replonger pendant une dizaine de jours, et ils vont faire ça à longueur d'année. Donc ça a vraiment révolutionné notre façon de faire de l'océanographie, parce que ça nous apporte énormément. C'est un programme international dans lequel on a mis plein de ces petits robots un peu partout dans les océans du monde, et qu'on utilise aussi dans les océans glacés.
ouais, bon, ici, c'était juste une illustration d'un de ces mouillages dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on a une encre, là, c'est on a la surface de l'océan, on a le fond de l'océan ici, on a une encre, et puis on a des espèces de bouées pour tenir le fil vertical, et puis on accroche tout plein d'instruments. Il y avait d'autres illustrations, mais je pense que c'est pas la peine de rentrer dans le détail. J'ai un peu peur parce que je me rappelle plus des vidéos. Ah si, j'ai pas mis un truc perso. Non, ici donc c'est récupération de ces mouillages. Donc on les laisse pendant plusieurs années et puis on va les récupérer. Donc il faut bien avoir noté où ils sont. Et on va les récupérer. Et donc c'est potentiellement, encore une fois, difficile. Encore une fois, l'utilisation de mouillage, c'est quelque chose de très classique en océanographie, mais on voit ici les enjeux pour la récupération. Ici, on avait un mouillage, on voulait absolument les donner, et puis cette banquise qui s'est mise en travers de nous. Et donc là, pour trouver, donc pour le récupérer, en fait, on envoie un signal radio qui fait qu'il se décroche de l'encre. Et donc tous les instruments viennent flotter en surface, donc il faut les récupérer. Et donc là, quand on a de la banquise, c'est potentiellement problématique parce que si ça arrive en dessous de la banquise, on ne peut pas les récupérer. Donc là, c'était un moment où on devait vraiment partir, on voulait vraiment avoir les informations. Donc on a essayé et puis on a réussi. Mais on voit qu'il y a pas mal de banquises pile à l'endroit où on voulait récupérer ce mouillage. Une autre façon de faire de l'océanographie, c'est de collaborer avec les mammifères marins. Ici, on a un phoque. Je ne vais pas dire l'espèce parce qu'il y a une spécialiste dans la salle et je risque de me faire taper sur les doigts. Mais donc, en fait, on collabore avec ces mammifères marins et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur la banquise à leur rencontre. Voilà, à leur rencontre. Et ce qu'on fait, en fait, c'est un programme qui a été démarré par des écologues qui étudient ces animaux. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils leur mettent un capteur sur la tête pour en fait observer comment ils se déplacent, s'ils sont impactés ou non par les changements d'habitat qui ont lieu. Et en fait, ce qu'ont fait ces écologues, c'est qu'ils étaient très intéressés par la température et la salinité des eaux dans lesquelles ces animaux naviguaient. Et donc, quand on s'est rendu compte de ça, nous, océanographysiciens, on s'est dit « Ah, mais c'est super, c'est une super source de données ». Et donc, on collabore avec nos amis écologues et les animaux pour récupérer tout plein d'observations en fait, dans des régions qui sont presque inaccessibles avec des navires. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai pas vraiment de conclusion. L'océan austral, c'est un océan qui est distant, hein, encore une fois, 10 000 km de nos côtes, qui est sous-observé, qui est dans un environnement complexe, mais qui façonne notre quotidien. Et donc, on essaye de vraiment mieux comprendre. Et donc, c'est la première des raisons pour laquelle on est ici ces 2 semaines. Merci.